Bienvenue dans The CB Show. Aujourd'hui, je suis en présence de Babadem, coach, formateur en développement personnel et professionnel. Alors, petite précision, je l'ai rencontré, je me rappelle, c'était à Crêpadingue. Et à cette époque-là, je faisais pas mal de vidéos de développement personnel, tout ça. Et j'avais cette envie d'arrêter. Et après avoir parlé avec ce grand frère, il m'a motivé, il m'a inspiré et il m'a dit « Mohamed, si c'est ce que tu aimes faire, fais-le. » Et je suis encore là aujourd'hui et aussi The CB Show est né. Et c'est pour ça que je l'ai invité. Je trouve que c'est un grand frère, quelqu'un de très inspirant, qui a vraiment beaucoup de connaissances, beaucoup de choses à partager. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Et vraiment, c'est un honneur. Babadem, comment vas-tu? Je vais très bien, Mohamed. Franchement, merci beaucoup déjà de l'invitation. Je ne m'attendais pas à cette introduction et c'est vrai que on en profite. Je salue Kissima de Crêpadingue parce que c'était le lieu où on s'est rencontrés pour la première fois. Mm. Et non, et puis c'est beaucoup d'honneur. Je pense que si tu me dis ça, quelque part, si tu as continué, c'est que c'est toi qui étais dedans et qui a voulu. Donc, et franchement, on est très fiers de toi, en tout cas moi personnellement, parce que je suivais aussi ce que tu faisais. Mm-hmm. Et au-delà d'inspirer, tu m'inspirais directement. Donc, chaque fois que j'avais l'occasion, je t'envoyais, tu sais, au début, des messages. Je disais, non, c'est super ce que tu es en train de faire. Et tant qu'on peut inspirer des gens, comme je dis, il faut le faire. Et parce que le pire dans ce type de métier, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut donner. Mm. Et on ne devinera jamais qu'il y aura peut-être une personne qui sera en détresse, qui juste t'avoir écouté alors que tu ne sais pas qui elle est, où elle va se dire, tiens, au lieu d'être en dépression, ce qu'il m'a dit ou ce qu'il a dit va me permettre d'avancer. Et c'est ça qui est le plus beau. Même si tu ne sais pas, même si tu ne connais pas ton impact, je suis sûr qu'il y a forcément une personne au minimum. Et je dis, quand il y a une personne, pour moi, c'est déjà suffisant et beaucoup. Mm-hmm. Et, dans ton cas, je pense qu'il y en a des milliers peut-être qui t'ont écouté. En tout cas, on fait... et même quand tu dis ces messages-là que tu m'envoyais souvent, toujours ça aussi, c'était toujours ça me motivait, ça m'encourageait toujours à continuer et je te remercie pour cela. Comment toi, tu te présentes au-delà de coach, formateur en développement personnel et professionnel? Déjà, Babadem, et effectivement, on est obligé d'avoir des étiquettes quelque part. Mm-hmm. Mais généralement, moi, c'est plus... quand je dis coach formateur, c'est ce que je suis devenu qui a créé ça, en fait. C'est-à-dire que, en gros, c'était pas une vocation, mais c'est le besoin qui a fait qu'on me l'avait demandé, en fait. Mm-hmm. Et donc, du coup, ça a été créé. Et ce que je trouve formidable, parce que moi, j'avais plutôt, comment on va dire ça, là, un parcours classique, c'est-à-dire un diplôme universitaire, ensuite un boulot, comme on dit, c'était métro, boulot, dodo. Mm-hmm. Et quand tu trouves que tu arrives à te créer quelque chose, en fait, qui vient de toi, il n'y a rien de plus beau, en fait. Et tu te dis, et je me souviens, la première fois que j'avais mis coach, c'est parce que, tout simplement, le développement personnel, pour moi, c'était une thérapie. C'était quelque chose que j'avais utilisé pour moi-même. Mm-hmm. Pour moi-même, et puis c'était dans un environnement anglo-saxon, anglophone. Et du coup, j'ai commencé à lire pour me sortir de quelque chose, en fait. De quelque chose à ce niveau-là. Et donc, du coup, c'est en lisant le livre d'une coach. La première fois que j'ai lu son livre, c'était en 2008. Elle s'appelait Fiona Harold. Et c'est dans une bibliothèque. C'était à Dublin. Pour moi, j'étais j'étais vraiment dans une situation, on va dire, une situation pas facile, en fait. Mm-hmm. Et en prenant son livre, je lis son livre et je me dis, mais attends, elle, comment se fait-il qu'elle arrive à vivre derrière? Parce que elle a assisté, il y avait sa mère qui s'était suicidée devant elle, son père qui a dû faire la prison, et elle était jeune à l'âge de 14. Donc, en lisant son livre, je me suis dit, mais comment elle a fait pour survivre et donner le sourire aux autres?
quelque part. Et c'est comme ça, je me suis dit, et c'est comme ça, elle donnait pas mal d'informations, et je me suis dit, tiens, et comme son livre m'avait passionné, c'était comme un film pour moi en lisant son livre, et petit à petit, je me suis dit, mais de quoi moi je me plains en fait? J'ai ça. Et après, il y avait eu un autre challenge, c'était, tu sais, dans un contexte anglophone, on te dit toujours l'American Dream, que c'est possible. Tout est possible si tu sais rêver, tous tes rêves seront possibles en fait. Et moi, dans mon challenge, et c'est la première fois que j'étais entré sur Twitter, et je me rappelle que mon premier Twitter, c'était comme un défi. Je me suis dit, OK, ici, il parle beaucoup de American Dream, que dès que tu rêves, tu peux avoir comme ça, tu peux obtenir cela. Donc, je vais challenger, je vais essayer de voir est-ce que ça marche ou ça marche pas. Et donc, je me souviens que c'était mon premier tweet. Et en fin de compte, c'est pas que je dis que ça ne marche pas, mais tu comprends que tout ce qui peut t'arriver, à partir du moment où tu as forcément la foi, tu as les bases, tu as une éducation, mais tu ne peux qu'avancer en fait. Et au final, les gens ont besoin juste de se dire, crois en toi, travaille, et le reste peut ne pas dépendre que de toi, mais toi, tu fais partie de ces personnes qui feront que tu avanceras. Donc, c'est parti de là. Et puis, quand je suis revenu, c'est un peu long. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de temps, on parle. C'est authentique, c'est ce qu'on cherche. Et je me souviens que mon personnage, en tout cas moi personnellement, j'ai beaucoup changé parce que je n'allais pas vers les autres. J'étais une personne très, très réservée, voire timide, maladive, hein, d'une timidité maladive. Et donc, du coup, quand je suis revenu en France, les gens m'ont trouvé changé, en fait. Ils m'ont dit, quoi? Toi, tu parles? Qu'est-ce qui t'arrive? On entend ta voix. Et puis, je me souviens, j'étais parti voir mes anciens collègues. Et quand ils sont venus, ils disent, waouh, mais on dirait que ce voyage-là t'a fait du bien. Qu'est-ce qui t'arrive? On ne te voyait pas comme ça. Et du coup, il y a une personne qui travaillait dans une mairie, qui aimait le Sénégal, mais quand je lui parlais, parce qu'au départ, je parlais comme ça, je donnais effectivement quelques conseils rapidement, et la personne m'a dit, ah, est-ce que tu peux en parler à deux personnes qui en auront besoin, juste de ton expérience? Or, ce n'était pas forcément du coaching ou de la formation, donc je dis, ouais, il n'y a pas de problème. Donc, on est venu dans son bureau, on a commencé à parler, et puis de fil en aiguille, la personne, à un moment, elle m'a dit, franchement, il faudrait que tu puisses tenir des ateliers toutes les semaines le mercredi. Par exemple, c'était le mercredi, ça a démarré. Et pour pouvoir parler, parce qu'ils en ont besoin, ces femmes qui en ont besoin. Donc moi, personnellement, je disais, oui, écoutez, ça ne me dérange pas. D'autant plus que je n'étais pas loin. C'était à Vanves. Et du coup, j'ai commencé, mais la première fois, je vois beaucoup de femmes, en fait, cadres, qui étaient là, et je me suis dit, attends, qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et après, on m'avait dit qu'on allait me payer pour ça. Je me suis dit, quoi? On me paye pour dire quelque chose que je peux faire gratuitement, en fait. Okay. Et du coup, après, bon, comme... Quelque chose que tu peux faire gratuitement. En fait, c'est-à-dire que pour moi, ce n'était pas un métier. C'est-à-dire que quand on me disait, oui, est-ce que tu peux leur parler? Moi, c'était parler pour... rendre service comme à des amis, en fait. Donc, pour moi, c'était pas quelque chose... Et du coup, après, bon, on m'a forcé. J'ai rencontré après, comment elle s'appelle? Il y avait Awadem, qui était la présidente d'une association des diplômés et étudiants maliens, et qui m'avait dit, oui, comme tu fais du développement personnel, est-ce que tu peux venir en parler aux étudiants? Je lui ai dit, non, jamais. Ah bon? Pourquoi? Non, parce que moi, je me disais que en fait, je ne voyais pas l'utilité déjà de parler. Bon, à ce moment, hein, je pense que c'était la période 2012-2013. Cette période-là, développement personnel, on n'en parlait pas beaucoup en France. C'est vrai. Donc, ce n'était pas connu, c'était pas... Et du coup, comme c'était des étudiants, pour moi, c'était des étudiants, donc des universitaires, avec l'esprit critique, et c'était des étudiants africains, en fait. D'accord. Donc, moi, je me suis dit, tu vois, en fait, sans faire le parallèle entre la psychologie et le développement personnel. Tu sais, en Afrique, si tu dis à une personne, il faut que tu vois un psychologue, on va te dire non. tu connais? Oui, bien sûr. On va te dire, attends, non, je ne suis pas fou, moi. Ouais. Donc, dans ma tête, je me suis dit, mais
attends, qu'est-ce que je vais venir leur dire? À des étudiants, je vais plus me prendre des critiques que d'y aller. Et donc, comme elle forçait, Awadem, comme elle forçait, en plus, quand elle a forcé, c'est qu'elle a carrément mis mon nom sur le programme, alors qu'on était ensemble pour organiser, c'était la journée de l'étudiant étranger. C'était à Paris 13, Université Paris 13, c'était organisé pour les étudiants étrangers. Et après, je vois sur le programme et je vois mon nom qui est vraiment marqué, développement personnel, etc., intervention. Je dis, waouh. Et du coup, tu vois, en plus, c'est l'amphi, c'est une grande amphithéâtre. Je vois le monde là, je dis, bon, je vais prendre la technique de l'évitement, quoi. Et la technique de l'évitement, c'est-à-dire, comme il y avait 3 personnes, généralement, tu sais que les conférences, comment on va dire, les conférences prennent souvent du retard à commencer, prennent du retard. Et du coup, je me suis dit, voilà ma technique. Comme j'étais le dernier intervenant à passer, je me suis dit, bon, écoutez, comme toutes les personnes juste avant moi, ces personnes ont tout dit. Donc, je vais arranger les choses pour qu'on s'en arrête là et que, bon, si jamais vous avez des conseils, des questions, on va se voir au cocktail. Et c'est là où Awadem a dit non, tu as 30 minutes. Et du coup, ce jour-là, j'ai parlé. Et depuis ce jour-là, ça ne s'est pas arrêté, en fait. Donc, chaque semaine. Et puis, après, c'est l'évolution. Tu essayes d'évoluer. Et puis après, je pense que tu connais ce qui est surtout intéressant dans ce métier, c'est la richesse des relations humaines que tu en tires, en fait. Et c'est ça qui est formidable. Et puis non, c'est beau, en fait. J'aime bien. Et quels ont été justement les... Alors, on voit que tu as un peu peur, t'as peur des critiques, tu as un peu de doute par rapport à cet événement où tu dois parler devant des élèves. Tu l'as fait quand même. Quels sont les retours? Et qu'est-ce qui t'a permis vraiment de parler ces 30 minutes-là? Comment tu as pu surpasser ça? Non, parce que en fait, généralement, je me dis, une fois que, tu sais, le doute ou la peur, c'est la peur d'être jugé quelque part. Si tu regardes bien, et là, je me disais, mais attends, ce que je fais, c'est pas adapté pour ce public. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont en penser? En plus, le contexte, c'était des universitaires, donc des étudiants. Donc, les étudiants, on leur apprend surtout à avoir l'esprit critique. Donc, dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce que je n'étais pas convaincu. Tu sais, quand tu vas quelque part et que tu es convaincu, c'est beaucoup plus facile. Bien, ça, c'est Mais sûr. quand tu vas dans, on va dire, c'est pas la zone, on va pas dire que c'est une zone de non-confort, mais que tu te dis, mais même si je délivre quoi que ce soit, que je leur dise, est-ce qu'ils vont l'entendre, en fait? C'était surtout ça. Donc, l'appréhension était à ce niveau-là. Et puis, généralement, quand tu as une appréhension, tu regardes à côté et tu regardes les interventions des autres qui sont passés avant. D'accord. Et eux, c'était dans le contexte universitaire. Je disais, eux, ils sont là. C'est leur place. C'est leur place. Et moi, qu'est-ce que je vais pouvoir? Mais au final, j'ai fait du... A priori, je leur ai parlé dans le cœur. Tu sais, et puis après, pour moi, le développement personnel, ce n'est pas forcément une discipline. C'est pas forcément... Pour moi, c'est beaucoup de vécu à transmettre. Et comme je dis, tu sais, dans le développement personnel, il y a le mot personnel. Ce qui fait que quand, en public, j'essaye surtout de me baser sur des généralités. Parce que je sais que dans le développement personnel, la chose la plus efficace, c'est quand tu es en contact, un B2B, en fait, quand tu es en face d'une personne et que la personne parle. Parce qu'on a tous une éducation différente, on a tous des sensibilités différentes. Et du coup, en public, j'essaye de faire plus de généralité. Mais ce qui m'intéresse dans le développement personnel, c'est plutôt face à une personne. Et c'est là où, à chaque fois que je rencontre une personne, c'est après avoir discuté avec elle que je peux adapter le boost que je peux lui donner, en sachant que tout vient d'elle, en fait, de la personne. Donc, finalement, comme c'était assez africain dans la manière dont je m'exprimais, et généralement, j'utilise beaucoup des références au niveau, que ce soit les conseils de mon grand-père, de ma mère, des anciens. Donc, forcément, ça leur parle parce que ce sont des choses qu'ils avaient en eux, qu'ils ont peut-être oubliées. Et le simple fait de le faire adapter par rapport au contexte
d'un pays à l'étranger, en France en l'occurrence, ben, ça leur a parlé. Et finalement, depuis voilà. Donc, Depuis, t'es dedans et t'arrêtes pas. ouais, j'essaye. Et puis, dans tout ce que je fais, j'essaye d'évoluer toujours. Toujours. Et ça vient de mon père aussi. Je le cite beaucoup. Ouais. Et je me souviens d'une phrase qu'il avait dit une fois. J'étais vraiment gamin à ce moment-là. Et lui, il a une carrière. Donc, c'est un diplomate de carrière. Donc, c'est un peu l'élite au pays. Et il a dit une fois, quoi que vous choisissez de devenir, et que vous devenez même cireur de chaussures. Quoi que vous fassiez, essayez d'être excellent et de pousser l'excellence dans ce que vous faites. Aimez ce que vous faites, mais poussez l'excellence. Le jour où vous devenez cireur, plombier, diplomate ou quoi que ce soit, soyez fiers de ce que vous faites. N'ayez pas honte de ce que vous faites, mais essayez de pousser l'excellence dans le domaine pour que après, lorsque vous poussez les limites, vous laissez peut-être une trace dedans. Vous allez peut-être y mettre, par exemple, le cireur de chaussures. Si vous vous contentez juste d'être cireur de chaussures dans la rue, et juste de ça ne m'intéresse pas. Par contre, si vous êtes cireur de chaussures et que à force de cirer les chaussures, vous commencez à réfléchir en se disant, tiens, peut-être qu'en rajoutant tel produit, je peux créer un nouveau cirage. Ou bien en se disant, tiens, pour permettre à mes clients d'être beaucoup plus à l'aise, mon objectif est de créer ma boutique. Et finalement, de créer une boutique qui peut devenir une chaîne. Ça voudrait dire que tu auras poussé. Et à un moment, tu pourras même créer un cirage de toi-même. Si tu arrives à t'approprier quelque chose dans n'importe quel domaine, là, j'applaudirais. Et donc, que ça soit cireur de chaussures ou plombier ou quoi que ce soit, soyez fiers de ce que vous faites. Et c'est vrai que ça m'avait marqué. Et donc, quoi que je fasse, j'essaye de pousser. D'accord. Après, quand tu pousses, tu essayes de créer quelque chose. Et souvent, c'est ce que je donne comme conseil. Et j'ai mis, par exemple, les 3 A. À un moment, j'entendais souvent, je faisais beaucoup de relations clientes où on parlait des 3C. Et ils te disent les 3C, c'était court. En fait, j'ai oublié c'était court, concis, et puis j'ai oublié le troisième. Et je me suis dit, mais la personne qui a créé ça, le 3C de cette personne-là, ok, cette personne s'est appropriée d'une chose et a créé ça, et les gens apprennent ça. Et du coup, par exemple, dans ma formation en développement personnel, tout ce que je fais, je crée en fait. C'est-à-dire les 3 A. Par exemple, les 3 A pour moi. Et pour te dire, les 3 A, la première phase, c'est l'apprentissage. Donc A, apprentissage. Deuxième A, c'est l'application. Application parce qu'il fallait un A, mais ça veut dire tu pratiques ton apprentissage. Bien sûr. Pour faire tes mains, pour pouvoir devenir professionnel éventuellement. Et la troisième phase, et pour moi, c'est la phase la plus intéressante, c'est s'approprier les choses. C'est-à-dire, quand tu as appris, tu as assez d'expérience dans l'application, maintenant adapte-le à ta manière. Et une fois que tu l'adaptes à ta manière, tu te l'es approprié. Maintenant, délivre et transmets. Ça sera ton truc par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est pour te dire que ça part de là, de ce conseil qui te dit, quel que soit le métier que tu choisis, pousse. Essaye de pousser les limites et ne te contente pas de faire juste mécaniquement ce qu'on te demande de faire pour avoir la paye à la fin du mois. La paye. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui t'a touché particulièrement dans le message de ton père? Donc, on voit qu'il est assez grand, de pousser les choses. C'est quoi qui t'a le plus marqué? C'est quoi qui, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un moteur qui te pousse aussi à agir tous les jours. C'est quoi dans le message de ton père qui t'a le plus marqué? Il y en a plein. Hein. Il y a un... Dans ce message-là, celui-là que tu viens de dire. Celui-là, c'est l'excellence. Et l'excellence, l'excellence, c'est que l'école, par exemple, il y a une chose dont il ne badinait pas, c'est les notes. Quand on recevait nos notes trimestrielles. Et il en faisait même carrément un conseil avec tous mes frères. C'est-à-dire que le premier qui reçoit ses notes, on faisait un conseil de famille. D'accord. Et donc, chaque note, il était en train de les... il ne se contentait pas, par exemple, du français ou l'histoire géo. C'est-à-dire que jusqu'à même la musique, toutes les matières. L'éducation physique, toutes les matières, il les détaillait petit à petit. Donc, ça pouvait durer 2 heures.
C'est-à-dire, on était là et on savait. Et donc, si tu ne ramenais pas une bonne note, c'était compliqué parce que c'était critique. Et puis, notre père, on pouvait pas. C'est-à-dire, tu pouvais même pas essayer de dire oui, mais. Ou tu essayais pas d'argumenter en disant, ou de chercher des excuses. Lui, les excuses, il dit ça, c'est pour, voilà, c'est pour les personnes qui ne sont pas responsables de trouver des excuses. Ok. Tu as ça, il faut assumer. Tu es responsable de ce que tu ramènes, tu assumes. Mais ne cherche pas d'excuses ou de bouc émissaire. Parce que ça, c'est pour les personnes, entre guillemets, disaient les personnes faibles qui n'assumaient pas, en fait, non responsables. Et du coup, je me souviens que quand tu es fier d'être sur une classe de 20 personnes, 25 personnes, de terminer quatrième, et tu te dis, aujourd'hui, au moins, ça va bien se passer, il vient et il te dit, d'accord, franchement, je vois la progression, je félicite la progression, mais qu'est-ce que je ne fais pas qui fait que le troisième, le deuxième et le premier a de plus que toi? Est-ce qu'ils ont un stylo un peu plus en or? Est-ce qu'ils ont un cerveau mieux que le tien? Qu'est-ce qui... Donc, tu vois, en fait. Et donc, toi, là où tu es content d'être quand même parmi les meilleurs, finalement, ils te poussent à être premier. Et donc, donc c'est vraiment pousser l'excellence. Et je me souviendrai toujours, c'est que c'était au Sénégal. En sixième, par exemple, non, pour passer du CM2 en sixième, tu as 2 examens à passer. C'est le certificat d'études, donc c'est le premier diplôme qu'on a. Et il y a l'entrée en sixième qui te permet, c'est l'examen de l'entrée en sixième qui te permet de passer au collège. Et donc, moi, je n'avais pas eu l'entrée en sixième. Et du coup, j'étais dans une situation de détresse pas possible, en fait. Je me suis dit, mais comment il va réagir? Et du coup, il est venu, il m'a dit, bon, écoute, tu as réussi ton certificat. Ce qu'on va faire, vu que tu as le certificat et que tu as de très bonnes notes, on ne sait pas, on va se dire peut-être que c'est un accident pour l'entrée en sixième. Je vais te payer les études dans les collèges privés, donc Collège Saint-Michel. Mais si je le fais, c'est pour que tu sois premier. En tout cas, tu es les tableaux d'honneur. Et du coup, c'est la première fois que je devenais premier, en fait. D'accord. C'était au Collège Saint-Michel. Et dès que tu étais premier, donc c'était au Collège Saint-Michel de Dakar, tous les premiers de chaque classe, il y avait une cérémonie avec le père, à l'époque, c'était le père Emmanuel. Et lui-même, le fait que je sois dans un collège, voilà, c'était un collège privé. Quand je viens, je lui dis, je suis premier. Il regarde, il dit, attends, dans cette prestigieuse école, Secours, tu es quand même premier. Il a regardé, il a dit, il m'a regardé et je lui ai dit, notre deal tient parce que je suis devenu premier. Il m'a dit, mais il ne faut plus jamais dire ça. Parce que le problème, c'est que quand tu dis que tu es premier, c'est à cause de moi. N'oublie pas que je ne serai plus jamais. À un moment, je vais disparaître. Et quoi que tu fasses, il faut le faire pour toi. Et si tu es premier, sois satisfait que c'est toi qui sois premier, mais ne dis pas que c'est parce que c'est moi. Et donc, c'est là où il te dit, sois responsable de tes actes, pousse l'excellence. Et quoi que tu fasses, fais-le d'abord pour toi. Et nous tous, on sera contents derrière. Et donc, tu vois, c'est c'est super. C'est des choses qui t'ont marqué, qui ont fait la personne que tu es aujourd'hui, qui t'ont construit. Oui. Après, après en racontant ça, malgré qu'il te dit fais-le pour toi, toutes mes années scolaires, en fait, je le faisais pour eux. Le bac, par exemple, je disais ça, c'est pour mes parents. Je ne disais pas que c'était pour moi. Et après, j'ai remarqué une chose, c'est que quand je suis arrivé à l'université, il n'y avait plus cette pression parentale, en fait. Et du coup, tu es laissé à toi-même. Et du coup, tu pars à gauche, à droite. Il n'y a plus le côté de l'excellence. Donc, c'est une autre période de la vie. Mais voilà, donc je pense que la plupart des choses viennent effectivement de mon père. Et lui, et nous, ça nous fatiguait, en fait. Quand il donnait ses conseils, à chaque fois qu'on s'asseyait, il nous faisait asseoir au salon. Et à chaque fois, c'était des conseils. Et donc, en rabâchant, on se disait, oh là là, on va encore en prendre. Mais au final... Aujourd'hui, toi, tu donnes des conseils. Ouais, et souvent, ce sont ses propres conseils. Tu vois, c'est fou. Hein. Et dans une partie de développement personnel aussi, le conseil qu'il m'a toujours donné et que je répète souvent, c'est quand il te dit... quand tu vas sur ton lit, quand tu vas poser ta tête sur ton oreiller, essaye de faire le bilan de ta journée.
Maintenant, regarde bien dans le bilan de ta journée. Une journée, généralement, tu fais plein d'activités. Quand tu reviens, tu te dis, oulala, je suis fatigué, j'ai fait beaucoup de choses. Mais il te dit, regarde bien dans tout ce que tu fais, est-ce qu'il y a des choses qui te font avancer toi personnellement? Et regarde bien dans cette journée. Si dans cette journée, tu te contentes de te réveiller, tu fais tes prières, tu vas aller acheter bon, voilà, le petit déjeuner, que tu dois aller en fait faire ton travail. Ensuite, tu dois aller faire du linge, aller à l'aéroport pour rencontrer des amis et que tu as une journée pleine et que tu reviens. Pose-toi la question, dans tout ça, qu'est-ce qui t'a fait avancer? Parce que quand tu vas au travail, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui te fait avancer, tu le fais pour gagner ta vie. Mais ce n'est pas quelque chose qui te fait avancer. Faire les courses, aller manger, faire à cuisiner, etc., c'est des choses obligatoires, mais qui ne te font pas avancer. Par contre, si tu peux même prendre 30 minutes pour lire un livre, et que même quand tu lis un livre, ça doit avoir un lien avec des objectifs qui arrivent dans 2, 3 ou 3 mois, 4, ou même dans un an, tu te dis, ah, j'ai avancé sur quelque chose. Tu as appris quelque chose de quelqu'un, tu as avancé personnellement. Mais essaye toujours de lier quoi que ce soit. Et donc, il te dit, si tu dors, tu poses et tu poses ta tête sur l'oreiller et que tu fais ton bilan, et qu'au final, tu te dis, au final, j'ai rien fait pour moi personnellement pour avancer, il te dit, c'est pas grave. Deuxième jour, c'est pas grave. 3 jours, pas grave. Une semaine après, c'est pas grave. Mais si 2 semaines après, ta semaine ressemble à ton autre semaine, c'est là où tu dois te poser des questions. Et il dit dans la vie, comme on dit, hein, il y a que Dieu qui sait quand est-ce qu'il va te rappeler vers lui. Mais avant cela, essaye de faire en sorte que chaque jour qu'il te donne une journée de plus soit meilleur de 1%. Et donc c'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, je sais que là, je partage avec toi, je t'ai rencontré parce qu'il y a cette relation humaine, je sais que je peux rentrer chez moi en faisant le bilan en me disant, j'ai rencontré mon frère et au moins c'est quelque chose qui, au niveau échange, qui m'apporte quelque chose. Et donc, je peux cocher en dormant en disant, il y a quelque chose qui m'a apporté personnellement. En fait, c'est ça, en fait. En gros, toujours d'essayer d'avancer, en fait. Et tu parles beaucoup je vais rebondir là-dessus, de relations. J'ai l'impression vraiment les relations pour toi, c'est très important. Qu'est-ce que tu peux dire sur cela? Oui, les relations humaines, je pense que même que c'est ça qui doit être au cœur même dans tous les domaines, hein, que ce soit domaine business, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine professionnel. Les relations humaines, pour moi, c'est la chose la plus importante. Et même, même au niveau du réseautage, des personnes qui cherchent un emploi, des personnes qui cherchent une promotion, par exemple, des personnes qui cherchent des opportunités, tu as plus de facilité en partant d'un réseautage. Et souvent, une personne t'ouvre beaucoup de portes si tu sais, comme on dit, si tu as ce relationnel. Et dans le relationnel, généralement, je dis souvent, est-ce que tu peux passer des vacances avec cette personne? C'est-à-dire que si tu peux passer des vacances avec cette personne t'ouvrira beaucoup de portes. Si une personne se dit, ah non, lui, jamais je pourrais imaginer passer des vacances avec cette personne ne te donnera que ce qu'elle aura envie de te donner. Et ce qu'elle aura envie de te donner, c'est soit son intérêt, ça entre dans son intérêt, soit c'est des miettes. Donc, c'est pour ça que je dis le relationnel. Et puis, on l'a vu, en fait, après, c'est même pas une philosophie. On le voit à travers le temps, on le voit à travers les crises, on le voit à travers... il faut juste voir, hein, quand il y a des licenciements, par exemple, économiques d'une entreprise, on ne va pas souvent prendre le meilleur. On va prendre les personnes avec qui vous avez envie d'aller en guerre, en gros. Ouais, donc, avec qui on a une bonne relation. Un relationnel. Et c'est la base. Tu peux tromper une personne une fois, mais tu ne la tromperas pas 2 fois. Et il y a un proverbe en Wolof qui dit « Seul le temps est la vérité ». Le temps est la vérité. Donc, tu sais que une amitié se fait dans le temps, se construit dans le temps. La réputation se construit dans le temps.
ton professionnalisme se construit dans le temps. Et si tu es une personne fausse, tu ne dureras jamais. Ça peut marcher à court terme, où tu seras obligé de toujours recommencer. Mais la meilleure richesse pour moi, c'est les relations humaines. Et à partir du moment où tu as cette relation humaine, tu peux avancer dans la sérénité. Si tu n'as pas cette relation humaine, tu vas sur des, comment on va dire, sur des valeurs, surtout des valeurs immatérielles, on va dire plutôt des valeurs négatives. Et le problème des valeurs négatives fait en sorte que tu dois être toujours en alerte. Et le fait que tu sois en alerte, ça va te pomper de l'énergie, de la mauvaise énergie. Et je dirais que c'est pas productif du tout. En tout cas, on est dans ce monde, on sait qu'on ne vit qu'une fois et comme on dit, il vaut mieux faciliter notre vie dans ce monde. Et la meilleure façon, c'est d'être sincère avec soi-même, d'être sincère avec les autres et de garder de bonnes relations parce que, comme on dit, hein, on ne vit qu'une fois. Et la question qui vient tout de suite après, c'est comment avoir ou améliorer ces relations? Généralement, améliorer ces relations, comme on dit, il y a les personnes qui peuvent être susceptibles. Il y a des personnes qui ont des caractères, on va dire des caractères différents. Mais la meilleure façon d'améliorer les relations, c'est de se connaître et d'accepter les différences de tout un chacun. Si dans ma relation, j'impose et que la personne accepte tout ce que je vais dire, je veux dire, c'est une relation biaisée en fait, à la base. Par contre, c'est comme j'écoutais tout à l'heure, comme je te disais, Amadou Ampateba, une personne disait, si je dois te former ou si je dois t'enseigner, oublie tout ce que tu sais et je t'enseigne. Mais si je dois t'enseigner et que tu dois le comparer avec ce que tu sais, donc quelque part, tu vas te questionner et à un moment, nous, qui avons cette sagesse du formateur, on va se taire. Et tu vas perdre parce que tu ne vas pas apprendre plus que ce que tu sais déjà. Donc, dans cette philosophie, c'est dans la relation humaine, il faut connaître l'autre, accepter l'autre. Et après, c'est juste de ce respect, les valeurs de respect. Respecter l'autre dans ce qu'il fait et lui, il te respectera en retour. Et je dis souvent, je te fais découvrir mon monde, à toi de me faire découvrir ton monde. Je te fais découvrir mon monde, pas pour dire que mon monde est meilleur, mais juste pour te dire, viens embrasser mon monde pour que moi, je puisse embrasser ton monde. Et à partir de là, on peut avancer ensemble. Si par contre, je te respecte parce que tu me respectes simplement, que tu acceptes ce que moi, je te dis et je n'essaye même pas de t'écouter, ça ne vaut pas la peine. Et tu sais que dans ce monde-là, où on est focalisé dans le travail, il y a des choses que... Je parle beaucoup avec des personnes âgées, retraitées, qui ont peut-être tout connu dans leur vie, des réussites au niveau professionnel, mais beaucoup m'ont dit, si je devais refaire, je ne referais pas ça. Parce que j'ai perdu ma famille par-ci. Ne referais pas quoi? La même chose, c'est-à-dire, ils étaient tellement focalisés sur leur travail qu'ils avaient oublié l'essentiel, c'était leur côté famille. Donc, il y en a plein qui ont perdu des relations comme ça. Alors que dans ce monde, on peut être focalisé sur une chose, on peut prioriser une chose, mais il ne faut pas oublier les autres choses. Et l'essentiel, c'est le social. L'essentiel, c'est, quand je dis social, c'est vos relations. Si votre frère a un enfant, c'est un moment de joie. La chose que ton frère a envie d'avoir, c'est que tu sois présent le jour de la naissance de son enfant. Et pas d'avoir un SMS, félicitations mon frère, et alors que tu es focalisé uniquement sur ton travail. Je ne sais pas si tu vois... Non, je vois carrément ce que tu veux dire et ça me parle beaucoup, hein, vraiment ce côté où... en plus, là, tu le dis si bien avec... maintenant, on a les téléphones, on a les réseaux, on a les trucs. Donc, on peut envoyer des trucs à distance et tout ça et penser que c'est bien dans la relation. Or que, voilà, il n'y a pas mieux que la présence, là, comme là, ce qu'on est en train de faire. On est ensemble, on est en face à face, on parle. Et c'est là qu'il y a des choses qui se passent. Exactement, c'est ça, c'est la présentielle. Après, le téléphone nous permet de gagner du temps. La distance aussi, comme on dit, mais à des moments, c'est-à-dire des baptêmes, des choses vraiment humaines,
Mhm. soit là. Mais sauf que de plus en plus, on s'isole chacun. Ouais. On s'isole chacun et on oublie même qu'une personne a envie de partager son bonheur avec une autre personne. Mhm. Et je parle surtout au niveau des familles. Donc, et comme on dit, hein, si vous avez des parents, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à les appeler très souvent pour prendre juste pour dire comment ça va, suffit. Mhm. Mhm. Et nous, on a tendance à appeler la personne que quand on a besoin de cette personne. Mhm. Et au final, au final, la personne, quand elle voit ton appel, dans sa tête, elle se dit, elle m'appelle pour quelque chose. C'est vrai. Et du coup, c'est souvent comme ça. Et même si tu regardes bien, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, ah, ça fait longtemps, comment vas-tu? Non, je t'appelais juste pour un bonjour. Et puis, tu es sûr qu'il y a le Derrière, lendemain, il y a un autre appel qui va venir. Donc, alors qu'il faut juste prendre le temps. Je ne dis pas que c'est... il faut prioriser, mais il ne faut pas oublier le reste à côté, quoi. Et c'est pour en venir à ta question sur les Ouais. relations humaines, en fait. Ok, ok. Là, je veux revenir sur une chose par rapport à tout ton parcours et à ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu as rencontré des peurs, des doutes? Est-ce Mais que ça a été difficile? c'est- Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as plus peur, tu n'as plus de doutes et puis, Non, non, on a toujours des doutes, hein. On a Mm. toujours des peurs. Et le meilleur conseil que je donne dans ce genre de situation, c'est deux expressions africaines, deux citations africaines. En tout cas, c'est des citations que je me donne. Et même, on va dire trois. Les deux, le premier, c'est une citation, je pense, qui vient de Côte d'Ivoire, qui dit « C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien ». Donc, au moment où tu as des doutes, où tu as des peurs, si tu veux te booster pour te lancer, ben, c'est cette phrase que je me dis, ben, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est la phrase de Mandela qui... Et cette phrase, franchement, cette phrase m'a marqué, c'était quand il dit le courage. Le courage, hein, n'est pas l'absence de peur. Donc, tu peux avoir peur, Ouais. mais c'est la manière dont tu vas surmonter cette peur qui est le courage. Donc, c'est une façon de dire, tu peux avoir des doutes, et c'est humain, et tu peux avoir des peurs, c'est humain, mais il faut juste voir comment tu surmontes ça. Et donc, ce sont ces deux phrases souvent qui font que forcément, j'aurai toujours le trac si je dois parler devant un public, j'aurai toujours le doute, parce que c'est exigeant. Que ce soit des conférences ou bien des interventions, au début, je pouvais avoir le trac en me disant, ces personnes ne me connaissent pas, ils vont se dire, est-ce que je ne vais pas me louper? Et après, c'est devenu, ah, ces personnes me connaissent, est-ce que je ne vais pas les décevoir? Donc, quoi qu'il en soit, tu vois, Ouais, c'est fou. Hein. Ah ouais, d'accord. tu vois, donc quoi Ah. qu'il en soit, il y aura toujours un petit doute, un petit trac. Et après, tu regardes j'aime bien lire les biographies de personnes. Et donc, quand tu vois que c'était Michael Jackson qui disait une chose, qui disait que il y a Michael Jackson et Michael Jordan. Michael Jordan qui disait, je joue, à chaque fois, c'était dans son dernier The Last Dance, qui disait, à chaque fois que je joue, il faut que je joue en imaginant que c'est la première fois qu'une personne me voit. Et donc, pour ne pas décevoir cette personne, j'ai toujours le trac avant d'entrer pour ne pas décevoir la personne qui va me voir pour la première fois. Mm. Il y a Michael Jackson aussi qui disait que s'il n'avait pas alors que lui, il était professionnel depuis l'âge de 5 ans, il disait qu'à chaque fois qu'il entrait sur scène, il avait peur que tout ne se passe pas bien. Mm. Et donc, il avait forcément ce trac au début. Donc, c'est pour dire que si eux l'ont, qui je suis pour ne pas l'avoir. Et bizarrement, quand j'ai pas de trac, à chaque fois, je me dis, ça va mal se passer. Parce qu'il me faut cette adrénaline pour dire, OK, je peux donner le meilleur de moi-même. Donc, non, il faut... c'est surmonter. C'est pour ça que je dis la plus belle phrase, c'est celle de Mandela qui dit, le courage, c'est pas l'absence de peur. Tu peux avoir peur, mais c'est comment tu la surmontes. Ouais. Donc, ouais, donc je m'y colle à ces deux phrases, en fait. Ok.